Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler sur le texte de Mill que j'ai donné du coup en bac blanc au TES. Alors, bon, je vais le lire d'abord. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force, contraindre ses membres et de l'empêcher de nuire aux autres. Contraindre quelqu'un pour son propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. Un homme ne peut pas être légitimement contraint d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que ce serait meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux, ou que dans l'opinion des autres, agir ainsi serait sage ou même juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader ou le supplier, mais non pas pour le contraindre ou lui causer du tort s'il agit autrement. La contrainte ne se justifie que lorsque la conduite dont on désire détourner cet homme risque de nuire à quelqu'un d'autre. Le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est de droit absolu. Sur lui-même, son corps et son esprit, l'individu est souverain. Il est peut-être à peine nécessaire de le dire, cette doctrine n'entend s'appliquer qu'aux êtres humains dans la maturité de leurs facultés. Nous ne parlons pas des enfants ni des jeunes gens des deux sexes qui n'ont pas atteint l'âge fixé par la loi pour la majorité. Ceux qui sont encore d'âge à réclamer les soins d'autrui doivent être protégés contre leurs propres actions, aussi bien que contre tout dommage extérieur. Alors, quelques remarques générales. Alors, c'est vrai que ça parlait de politique, mais en fait, c'est un texte qui fait complètement écho à ce qu'on avait fait sur la question du marché de l'organe, si vous vous rappelez bien, et sur les différentes manières qu'on avait de définir la liberté à l'égard de son propre corps. Et c'est pour ça que je l'ai donné. Alors attention, deuxième remarque qui a donné lieu souvent à des contresens. La thèse du texte, c'est pas que l'État a le droit d'utiliser la force contre ceux qui gênent les autres. Ça, évidemment que l'État a le droit d'utiliser la force dans ce cas-là. C'est plutôt un texte sur la limitation du pouvoir de l'État. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Et en l'occurrence, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de contraindre quelqu'un au nom que c'est bon pour lui. Par exemple, en lui interdisant de se tatouer dans ses organes ou de fumer ou que sais-je. Alors, je précise tout de suite parce que c'est un contresens que j'ai vu. Quand il dit ici, voilà, un homme ne peut pas être, voilà, peut pas être contraint d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que ce serait meilleur pour lui. Ce pour lui, là, ça vient de un homme. Hein, c'est le même homme qui a pas le droit d'être contraint au nom du bien de cet homme-là. Hein, c'est-à-dire que si je fume, on n'a pas le droit de m'interdire violemment de fumer parce que d'autres personnes considèrent que c'est mauvais pour moi. Hein, c'est ça que ça voulait dire. Alors, introduction. Alors je vous rappelle la méthode du commentaire de texte, 3 étapes. D'abord, c'est quoi l'idée principale de l'auteur? Ensuite, quelle est l'idée du coup qui est remise en cause par l'auteur? Et enfin, quel est le plan du texte qui vous sert aussi de plan pour votre développement. Alors d'abord, Mill, c'est un libéral. Et il défend l'idée que l'État n'a pas tous les droits sur moi. Alors bien sûr, il peut intervenir quand mon comportement concerne les autres et peut leur nuire, car il protège tout un chacun. Hein, il est garant de l'ordre social et de la souveraineté de l'individu sur lui-même. Mais comme mon comportement ne concerne que ma personne, mais il n'a pas le droit d'intervenir, même si ce comportement est autodestructeur. L'individu est souverain sur lui-même, c'est lui le mieux placé pour décider ce qui est bon pour lui, et c'est même lui le mieux placé pour décider de faire ce qu'il sait être mauvais pour lui. C'est son droit, et ce serait une grande transgression de la liberté individuelle que de laisser l'État l'en empêcher. Donc l'action de l'État concerne du coup le domaine public et pas ce qui est strictement privé. Hein, je dis strictement parce que c'est pas parce qu'on est en privé que ça concerne que nous. Hein, là, c'est vraiment les actions qui concernent que nous. Alors pourquoi est-ce que cette idée on pourrait ne pas être d'accord? Et bien parce que dans certains cas, si une personne se nuit à elle-même, et ben ça prouve qu'elle est incapable de s'occuper convenablement d'elle-même, de juger ce qui est bon pour elle, de décider ce qui est bon pour elle, et que on est peut-être obligé de la protéger contre elle-même de force, puisqu'elle n'entend aucun argument et qu'elle est hermétique à la raison. Et on pourrait par exemple penser que dans notre société aujourd'hui, l'interdiction de la prostitution par exemple, c'est une certaine façon de dire on protège certaines femmes vulnérables contre elles-mêmes. Je reprends. Donc, troisième étape, le plan. Alors, première étape du plan, c'était la thèse du texte, qui va jusqu'ici, où Mill explicite les deux versants de sa thèse, à savoir que d'un côté, l'État n'a pas le droit de contraindre les gens sous prétexte que ce serait mieux pour eux, et deuxième versant, c'est que du coup,
l'État a le droit, cette fois-ci, d'utiliser la force et la contrainte pour empêcher les gens de nuire aux autres personnes qu'eux-mêmes. Deuxième partie du texte, du coup, il anticipe une objection. C'est que si on n'a pas le droit d'utiliser la force pour aider les gens quand ils se font du mal à eux-mêmes, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les abandonne à leur sort? Bah non, répond Mill, et c'est ça la deuxième étape, c'est qu'on peut bien faire quelque chose, mais pas avec la force. On peut les persuader, les raisonner, on peut leur parler, on peut essayer de les convaincre, voilà, mais on peut pas, c'est illégitime d'utiliser la force. Alors, toute la troisième partie du texte, la fin du premier paragraphe, c'est la justification. Ce qui permet à Mill de dire que voilà, la contrainte elle est légitime quand il y a nuisance aux autres, mais illégitime quand il y a nuisance à soi-même. Dernier paragraphe vient anticiper une seconde objection. Cette fois-ci, c'est pour les gens les plus vulnérables, pour ceux qui ne sont pas capables justement de décider par eux-mêmes. Là dit évidemment que là on peut utiliser la contrainte. On peut punir un enfant s'il joue trop près de l'eau de Javel, c'est possible. Et on verra exactement pourquoi dans le développement. Alors, développement. Donc la thèse. Alors la thèse, il est double. D'un côté, Mill dit bien qu'on n'a pas le droit de nuire aux autres, mais c'était pas le point essentiel sur lequel il fallait plus insister. Alors pour le travail de commentaire, je vais quand même expliquer cette idée et pourquoi, mais voilà, je vous rappelle que l'essentiel du texte n'est pas tant de dire qu'on n'a pas le droit de nuire aux autres, qu'on n'a pas le droit de nous empêcher de nous nuire à nous-mêmes. C'était ça vraiment l'idée importante. Alors, en effet, ce qui peut justifier l'usage de la force, la seule chose qui pourrait justifier l'usage de la force, c'est que quelqu'un nuise à quelqu'un d'autre. Alors c'est un peu une évidence, mais bon, c'est par exemple la police qui va arrêter le bandit, ou la sanction pénale. Vous voyez, c'est des institutions qui font effectivement usage de la force. Alors la force, qu'est-ce que c'est ici? C'est une puissance physique, c'est une puissance de contrainte qui s'adresse au corps, qui empêche le corps de bouger ou d'utiliser la force contre quelqu'un d'autre. Alors on peut opposer ici la force à la persuasion. La persuasion, c'est au contraire une puissance qui s'adresse à l'esprit et pas au corps. On essaie de convaincre quelqu'un de ne pas faire du mal. Ici la force, c'est on n'essaie pas de le convaincre, c'est on l'empêche immédiatement et littéralement. Alors ce que dit Mill, c'est que on n'a jamais le droit d'utiliser la force en société sauf pour répondre à la force. Et là on peut du coup distinguer la force et la violence. La violence, c'est le bandit qui utilise la force sans argument, sans raison valable, pour satisfaire ses appétits individuels et arbitraires. A l'inverse, il y a un usage justifié et mesuré de la force, et c'est à ça que ça sert un procès. Aujourd'hui en France, on peut mettre des gens en prison, mais il y a une justification, et il y a un procès qui vérifie que la justification correspond bien à l'acte qui a été fait. Sinon, le juge ne vaut pas mieux, ou le policier ne vaut pas mieux que le criminel violent. C'est juste un simple rapport de force. Donc le mot légitime, ici, ça signifiait ça, c'est que on a de bonnes raisons pour justifier ce qu'on fait, ce sont des raisons qui sont reconnues par tous. Alors, pourquoi est-ce que Mill dit ça? Évidemment, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la force quand quelqu'un nuit à quelqu'un d'autre? C'est que on n'est pas dans un moment où on peut essayer de le persuader, de l'éduquer, de discuter avec lui. Mais il faut l'arrêter immédiatement pour qu'il cesse de nuire. Donc c'est un argument double en fait, puisque d'un côté, quand on est en train de nuire à quelqu'un, en un sens, on est un peu au-delà des arguments. Imaginez, quelqu'un vous raquette et vous lui répondez non mais vous savez, c'est très mauvais pour vous de faire ça, vous êtes en train de nuire à la qualité de votre âme et vous produisez une injustice qui finalement vous rendra malheureux. Bon, le mec, il va, en plus de vous piquer votre portefeuille, il va rigoler, il va vous taper dessus. Alors, en un sens, il n'y a que la force qui peut faire obstacle à la force. Le meilleur des arguments ne vaincra pas le point le plus idiot du plus fort. C'est la fable du loup et de l'agneau. Donc du coup, on est obligé de le soumettre immédiatement pour qu'il ne nuise plus. Donc la justification, c'est la fonction certes corrective de la justice, mais surtout c'est la fonction qui sert à empêcher la récidive, qui sert à empêcher la nuisance. C'est la fonction sécuritaire de la justice qui est mise en avant ici. Et la menace de l'amende, on voit bien que c'est ça. On cherche à faire obéir quelqu'un non pas en lui expliquant que c'est pas bien ce qu'il fait, mais en montrant que il y a un mal extérieur qui n'a rien à voir, à savoir la perte d'argent, qui va être le motif simple qu'il va bien comprendre et qui va l'empêcher de transgresser la loi qu'il est en train de transgresser. Il faut qu'il calcule bien le risque de sa transgression.
Alors deuxième argument, c'est aussi parce que la force, c'est ce qui permet de réagir à l'urgence. Et l'urgence ici, c'est la sécurité publique. On ne dit pas qu'il ne faut pas essayer de convaincre le malfrat ou le bandit, mais il ne dit pas du tout ça. Mais il dit que l'éducation suppose un processus lent, long, difficile, et que la nuisance, par contre, c'est très rapide et très violent, et qu'il faut l'empêcher tout de suite. Alors on pourrait évidemment discuter cet argument et dire que peut-être que finalement une politique qui serait faite que de force, que de sanctions, que de menaces ne fonctionnerait pas très bien et même pourrait encourager au crime en un sens. Hein. On pense au macartisme par exemple, ou je sais pas, l'interdiction de la. Quand est-ce que la mafia s'est le plus développée aux États-Unis? Bon, bah c'est grâce aux interdictions d'État. Hein. Voilà. De plus, on peut se demander comment est-ce qu'on peut correctement proportionner cette force. Est-ce que la justice qui utilise la force, elle le fait vraiment toujours au nom de la sécurité publique et pas pour défendre l'intérêt de certains puissants? Est-ce qu'au fond, la justice, ce serait pas un magnifique prétexte de mauvaise foi pour défendre l'intérêt de certains? Est-ce que ce serait pas une justification plus qu'une véritable justice? Voilà, donc je développe pas plus, je vous donne quelques pistes de discussion. Alors deuxième remarque, et c'est ça le cœur du texte, on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un pour son bien. Hein, son bien à lui, hein, pas le nôtre. Évidemment qu'on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un pour notre bien à nous, pour s'en foutre plein les poches. Mais ça c'était déjà la ligne d'avant. Là ici il s'agit de dire non, c'est quand quelqu'un se fait du mal à lui-même, on n'a pas le droit de l'en empêcher physiquement. Alors par exemple, ce serait interdire à quelqu'un de se prostituer, de se tatouer, pour ceux qui pensent que les tatouages c'est indigne, ou de vendre ses organes, de se droguer, d'arrêter l'école très tôt, etc. Alors, ça pourrait être une justification d'utiliser la contrainte, mais ce que dit Mill, c'est que elle n'est pas suffisante. Alors, donc, il détaille un petit peu, hein, moi je donne juste les 4 autres exemples, il dit sous prétexte que ça rendrait meilleur, plus heureux, sage ou plus juste, hein, on pourrait penser que ça rend meilleur, par exemple, de forcer quelqu'un à être généreux, et vous voyez tout de suite que ça peut pas marcher si vous êtes généreux de façon forcée, de forcer quelqu'un à arrêter de boire, voilà, en lui mettant une amende dès qu'il touche à une bouteille, ou alors plus sage, de forcer quelqu'un à faire des études alors qu'il est paresseux, ou forcer quelqu'un à être plus juste, par exemple en l'obligeant à cesser de faire de l'optimisation fiscale. Bon. Alors pourquoi est-ce que c'est une justification insuffisante ça pour justifier la contrainte physique ou monétaire hein, d'ailleurs. Alors on peut dire d'abord que on ne sait pas tellement toujours bien ce qu'on veut dire quand on dit rendre plus heureux ou rendre meilleur. La définition de ces termes est complètement discutable. La justification du coup de la contrainte est contestable si on n'est pas d'accord avec la raison pour laquelle on l'exerce. Et si, voilà, je sais pas, pour moi être heureux c'est avoir le droit de fumer une cigarette en paix, et pour l'autre il a l'impression que je me rends malheureux en fumant, bon, on voit bien qu'il y a des accords et que c'est assez difficile de trancher. Euh, la, on peut avoir différentes priorités, différentes manières de hiérarchiser les valeurs avec lesquelles on va construire notre vie, et l'essence du pluralisme en démocratie aujourd'hui repose au fond sur un certain scepticisme vis-à-vis de ceux qui veulent imposer au monde une certaine vision du bonheur. Hein. On se méfie des dogmatismes et de ceux qui ont des réponses toutes faites à ces questions-là. Et du coup, comme la justification elle est contestable, et que les effets par contre de la contrainte sont pas du tout contestables, ils sont douloureux et irréversibles, il semble que la prudence s'impose et que l'argument n'est. Certes, il y a argument, mais c'est pas un argument assez fort pour justifier l'irréversibilité de la contrainte. Par exemple, en interdisant je sais pas moi, d'être athée, hein, et on peut imposer une certaine vision du bien qui est dangereuse, parce qu'on voit bien que c'est un prétexte pour autre chose. Ou alors par exemple en faisant de la valeur travail une valeur très importante, en obligeant les gens à travailler, au fond on en fait, on sait bien que c'est pas seulement pour leur bonheur, hein, c'est aussi pour défendre un certain modèle d'économie, ou même l'injonction à être heureux, être heureux, il faut savoir se faire plaisir, etc. Et au fond aussi extrêmement anxiogène, et elle défend, voilà, elle n'est pas sans agenda caché, hein, qui défend un certain modèle de consommation par exemple. Alors on pourrait discuter ça en disant que, ok, mais par exemple le joueur d'argent, qui a bien compris que c'était pas bon pour lui de jouer, mais qui peut pas s'en empêcher, est-ce que lui, il faudrait pas le contraindre? Alors, en fait, Mill va répondre à cette objection dans sa deuxième partie. Évidemment, c'est des bonnes. On peut comprendre qu'on ait envie de contraindre celui qui se fait du mal. Parce qu'on a quand même des moyens de définir assez largement ce qui est bon pour les gens, même s'il peut y avoir discussion sur la valeur, mais tout ce qui relève de la douleur, de l'humiliation, de la dégradation de soi-même,
il y a quand même un consensus qui se fait assez facilement et un comportement qui va faire qu'on s'enfonce dans le malheur et on pourrait avoir envie de contraindre quelqu'un à s'élever au-dessus de lui-même. Alors, Mill, justement, ne dit pas qu'il faut abandonner le drogué à lui-même, mais que s'il affirme que c'est sa décision, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait très bien les dangers qu'il court, il dit juste qu'on n'a pas le droit de l'empêcher de force. Par contre, on peut essayer de le convaincre, on peut essayer de l'aider, on peut essayer de le faire rencontrer, je sais pas moi, un psychiatre, on peut essayer de le convaincre d'aller en cure de désintoxication, que sais-je. Il y a bien une obligation vis-à-vis de la population vulnérable. Mais cette obligation ne peut pas être une obligation physique. On ne peut pas enchaîner quelqu'un pour le forcer à pas se détruire. On peut que lui parler. Alors, il y a une vraie justification à ça. C'est que c'est complètement contre-productif de faire ça. Hein, au fond, ça l'empêcherait... forcer quelqu'un à faire quelque chose pour son bien, ça l'empêche de comprendre que c'est son bien. Ça l'empêche d'être réellement heureux. Et au plus, ça dégoûte complètement du modèle qu'il reçoit. Et ça pousse à faire exactement le contraire. Quand il s'agit de décider ce qui est bon pour moi, il faut absolument que je sois d'accord. Il faut un libre consentement intérieur. Il faut que j'en sois persuadé. Sinon, je vais être hypocrite et c'est encore la meilleure manière de m'éloigner de mon bonheur véritable. C'est pourquoi Mill dit que seuls les outils de la persuasion sont légitimes. Et en fait, on pourrait rajouter, c'est parce que ce sont les seuls qui sont efficaces. La force, ça ne marche pas du tout quand il s'agit de rendre quelqu'un heureux. Alors on pourrait discuter un petit peu ce point-là et dire que peut-être la persuasion, la supplication quand même, c'est assez fort, hein, sont déjà des formes un peu, alors certes douces, mais sont des formes de contrainte. Hein, dans un sens qu'on oblige l'autre à supporter un moment désagréable, à supporter des reproches, etc. Alors c'est peut-être pas une contrainte physique, mais c'est une contrainte mentale qui est quand même existante. Alors, troisième partie. Pourquoi est-ce que Mill dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la force? Alors, pourquoi? D'abord, la contrainte se justifie. Elle se justifie quand ça nuit aux autres. Pourquoi? Parce que l'idée même de société, c'est que on règle nos différends sans utiliser la violence. Hein, on n'utilise pas la violence pour satisfaire ses désirs, on se venge pas tout seul, parce que si on fait ça, on a une vendetta infinie et le lien social est complètement dissous. Le principe même de la société, ça suppose que chacun renonce à utiliser la force pour satisfaire ses intérêts individuels. Mais au contraire, on passe par la coopération et en cas de différend, par un juge impartial. La justice, précisément, elle n'encourage pas la violence, elle y met fin. Hein, la victime en principe a eu réparation, le bourreau a eu correction et ça s'arrête là. Au fond, ce que fait ici Mill, c'est d'établir le domaine de définition du pouvoir en ce qui concerne la partie publique de mon être. Hein, et il s'intéresse à ce que je fais quand ça concerne les autres, parce que la loi ne fait que protéger le renoncement de chacun à l'usage de la force. Évidemment, si on n'a plus le droit d'utiliser la force pour soi-même, on devient vulnérable, il faut bien une forme de protection. Deuxième chose à justifier, alors pourquoi est-ce que, pour ce qui concerne que moi, la loi a finalement pas à légiférer? Eh bien, ça n'a de sens, ça a du sens tout simplement parce que c'est pas la fonction de la loi, sauf à s'auto-limiter vis-à-vis de moi-même. L'essence de la loi, on l'a dit, c'est de permettre la société. Mais la société, elle suppose le libre engagement de chacun vis-à-vis des autres. Et donc la loi doit protéger cette souveraineté de l'individu sur lui-même pour que les gens soient d'accord d'être ensemble et ils soient librement les uns avec les autres en train de former une société. Si c'est pas librement qu'on forme société, en fait on est un essaim d'abeilles. C'est juste une espèce d'immense rapport de force de maître et d'esclave. Et on voit bien ce que dit Mill, c'est que c'est pas tant la sécurité qui justifie la contrainte que la protection de la souveraineté individuelle qui est le fondement de la société. Sans souveraineté individuelle, s'il n'y a pas une espèce d'accord de chacun à former société, au fond, il n'y a pas de société du tout. Et donc la loi doit protéger la souveraineté de chacun. Et si j'ai pas le droit de nuire aux autres, c'est parce que je veux pas que les autres me nuisent. C'est parce que l'État assure que chacun a sa souveraineté individuelle qui est protégée. Alors la justification de ça, c'est que au fond, ce texte propose une certaine définition de l'autonomie. Alors l'autonomie, je vous rappelle, auto soi-même, nomos la loi, c'est le fait de décider pour soi-même, de se donner à soi-même ses propres lois, d'être son propre maître, pour ainsi dire. Mais il y a deux façons de voir l'autonomie, c'est-à-dire soit, au fond, je suis raisonnable, je fais ce qui est bien,
Voilà, c'est quand j'arrive à bien m'organiser, etc., à être mon propre législateur, mais du coup à me soumettre à ma propre discipline. Mais on peut avoir une définition minimale, plus légère, et c'est celle de 1000, c'est que bah, l'autonomie, c'est juste non pas bien se gouverner, non pas être raisonnable, mais simplement être capable de se gouverner, quelle que soit la manière dont je me gouverne, être capable de décider pour soi-même, quelles que soient les raisons pour lesquelles je décide ce que je décide. Alors pourquoi est-ce que Mill opte pour une définition un petit peu plus légère de l'autonomie? Mais alors, parce que d'abord, dire plus que ça, dire que être autonome, au fond, c'est être raisonnable, et ben ça risque d'autoriser une forme de police de la pensée, hein, qui détruirait au fond la liberté. Alors, au fond, il n'y aurait pas beaucoup de gens libres, hein, et il faudrait, pour dire que ah, tu es un adulte autonome, tu as le droit de voter, aller vérifier qu'on est effectivement raisonnable, ce qui imposerait au fond une forme voilà, de modèle du bonheur, de modèle de la pensée qui est opposé pour Mill à la liberté. Deuxièmement, cette définition de dire bah, chacun se débrouille, chacun se gouverne et tant pis pour soi si on prend des mauvaises décisions pour soi-même, au fond c'est responsabilisant. Et l'inverse de dire ah bah on a le droit de contraindre quelqu'un quand il se fait du mal, bah, c'est un peu déresponsabilisant quelque part parce que voilà, chacun est un peu traité comme un enfant qui ne sait pas s'occuper de lui-même et peut-être est encouragé à se traiter lui-même comme un enfant de cette façon-là. Enfin, troisième argument qui est un peu plus technique, il y a un argument fallacieux ici chez les défenseurs du paternalisme. Ceux qui disent que le paternalisme, hein, c'est le fait de considérer qu'on a le droit de contraindre quelqu'un pour son bien. Parce qu'ils disent au fond, cette personne, elle se fait du mal. Et donc, c'est qu'elle est immature intellectuellement, et du coup qu'elle n'agit pas librement. Et à ce titre, au fond, elle n'a rien décidé. Et du coup, on peut l'empêcher de prendre sa décision. Et vous voyez, et on comprend bien, dans certains cas, par exemple, quand des escrocs abusent de la naïveté des personnes âgées, c'est normal que le législateur protège la personne âgée et, par exemple, annule les contrats qui sont abusifs. Mais ici, en réalité, il y a une inversion de la cause et de la conséquence. Alors certes, si je suis immature, c'est possible que j'agisse mal pour moi-même, mais c'est pas la seule cause possible. Et ça prouve pas que si je me fais du mal, je suis effectivement immature. Je peux le faire de façon parfaitement lucide. Par exemple, pour un sacrifice. On avait vu cette technique parce que ça s'appelle le sophisme de l'affirmation du conséquent. Vous vous rappelez peut-être que si je dis le sol est mouillé, donc il a plu. Ben, en fait, c'est un faux argument parce que ça peut être une autre cause qui a fait que le sol est mouillé. Et ben ici, si j'ai mal agi, c'est que je suis immature. Et ben pas forcément. C'est peut-être parce que je l'ai décidé que c'est ma liberté de décider de faire ça comme ça. Alors, on va discuter un petit peu cet argument. Et on peut dire, ouais, mais si on use mal de soi-même, est-ce que au fond on était vraiment libre? Parce que au fond ça dit bon bah chacun une fois qu'on est grand, eh ben on est considéré comme libre et responsable et vacciné. Ouais, mais celui qui vend ses organes par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il avait vraiment le choix s'il en est réduit à cette possibilité-là? Ou alors on avait parlé du lancer de nains. Est-ce que celui qui loue son corps pour être lancé voilà, de façon un peu dégradante, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment avec liberté qu'il l'a fait? Est-ce qu'au fond, c'est pas la difficulté à s'insérer dans le marché du travail qui lui a laissé que cette extrémité-là? Au fond, on n'était pas vraiment libre de faire autre chose. On peut ajouter en plus que ce comportement, est-ce qu'il concerne vraiment si certainement la sphère privée? On dit, ok, le nain qui se laisse lancer, il ne nuit qu'à lui-même, mais c'est pas si évident. Euh, on peut très bien dire qu'il est en train de nuire, et c'est d'ailleurs ce qu'a décidé la Cour de cassation, hein, qu'il est en train de nuire à toutes les personnes handicapées en attaquant leur dignité. Et de la même façon, pour la prostitution, un argument consiste à dire que certes, une prostituée fait ce qu'elle veut de son corps, et quelles que soient les raisons pour lesquelles elle le fait, elle dégrade peut-être l'image de la femme en général en contribuant à développer l'idée qu'on peut traiter le corps d'une femme comme un objet. Alors, je ne tranche pas du tout le débat, je montre juste qu'on peut, on peut voir autrement cette idée un peu minimale de l'autonomie et la contester. Et je suggère quelques pistes. Alors, dernier paragraphe du texte, Mill vient apporter une autre nuance, c'est que pour pouvoir accepter ça, il faut que l'autre, pour pouvoir accepter qu'on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un pour son bien, hein, il faut que l'autre soit capable de décider et de juger ce qui est bon pour lui. Il faut qu'il soit non pas effectivement raisonnable, mais capable de l'être. Et ainsi, le fou, l'enfant, l'handicapé mental, je sais pas, bah, en un sens, il mérite protection, et du coup, il mérite contrainte. Et ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que
on peut distinguer ici le paternalisme qu'on a dénoncé tout à l'heure et le tuteur, le tutorat ou la paternité. Le paternaliste, c'est celui qui transforme des adultes en enfants, qui les infantilise, qui les laisse pas assumer leurs propres choix, fut-ils mauvais, et qui les empêche ou qui devance même leurs errances. Le père, au contraire, a sa charge des enfants qu'il doit transformer en adultes. C'est l'exact contraire. Et s'il utilise la contrainte, ce n'est que de façon provisoire et dans un but de protection, parce que l'enfant n'est pas encore suffisamment mature pour prendre ses décisions tout seul. Mais le père sait déjà qu'il aura à se retirer de ça. Alors que le paternaliste encourage la dépendance à l'État et encourage la dépendance à infantiliser les gens. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut autoriser les parents à gronder les enfants et à les punir? C'est que l'enfant doit être protégé de lui-même, comme de toute menace extérieure. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'enfant est extérieur à lui-même, pour ainsi dire. Comme il ne sait pas bien ce qu'il fait, comme il ne comprend pas bien ce qu'il fait, il agit un peu sur lui-même comme une menace extérieure. Et alors, en échange de ça, évidemment, l'enfant peut être puni, mais aussi il est responsable de ses bêtises, si on est cohérent. Et du coup, cette protection implique la responsabilité de l'adulte qui s'occupe de lui. Alors, pourquoi, dernière petite remarque, pourquoi est-ce que Mill dit jusqu'à la majorité et pas jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr pour s'occuper de lui-même? Alors ici, je trouve qu'il y a une remarque intéressante à faire, c'est comment on fait pour savoir qu'un être est devenu raisonnable? Et ben, en gros, il faut qu'il ait fait un truc raisonnable. Mais vous voyez bien que si on répond ça veut dire que celui qui se prostitue, celui qui se drogue, etc., on va dire il est irresponsable et ça contredit tout à fait la définition que Mill a donnée juste avant. Donc on ne peut pas imposer un test qui définirait la responsabilité de quelqu'un ou l'autonomie de quelqu'un sans nuire à sa liberté. Alors du coup, comme le législateur il peut examiner que des actes et pas des pensées, il peut pas aller deviner dans la tête des gens s'ils sont vraiment devenus raisonnables, il faut décider un truc de façon un peu arbitraire. On va dire, voilà, c'est à 18 ans. Hein. Vous voyez, ce 18 ans, finalement, c'est pas n'importe quoi. C'est une façon de dire que on n'a pas de vrais bons critères pour dire ce que ça veut dire être responsable et être autonome. Et ça permet de protéger justement le libre choix de chacun à disposer de soi-même, y compris de façon irrationnelle. La maturité psychologique est très dure à définir, et pour protéger la liberté, il faut la définir le moins précisément possible pour que chacun ait le droit d'user de lui-même comme il l'entend. Alors du coup, être majeur, être vraiment majeur, c'est à la fois un droit qui vient tout seul, qui n'a pas besoin de preuves, il suffit de grandir, il suffit d'atteindre 18 ans. Donc du point de vue de la législation, du point de vue du droit, c'est un fait, mais du point de vue de la morale, du point de vue de l'intériorité, pour le coup, c'est une exigence morale. Hein, alors, le législateur ne peut pas intervenir dessus, mais c'est notre devoir moral, et pas légal, que d'être digne de sa majorité, pour ainsi dire. Alors, en conclusion, on peut donc dire que le texte, finalement, refait un peu le chemin à l'envers. Ce qui est important, c'est pas tant que l'État peut intervenir quand quelqu'un nuit aux autres. Hein, par exemple, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est pas ça qui est vraiment important. Et qu'il n'a pas le droit d'intervenir quand il se nuit à lui-même. C'est plutôt que, comme le but de la loi, c'est de protéger la souveraineté de l'individu, alors non seulement il peut évidemment pas la diminuer en décidant à sa place ce qui est bon pour lui, mais c'est précisément pour ça qu'on n'a pas le droit de nuire aux autres et que l'État a le droit d'empêcher par la force les uns de nuire aux autres. Au fond, l'État protège simplement la souveraineté individuelle. Au fond, c'est la deuxième idée qui est fondamentale. C'est la limitation du pouvoir de l'État, son interdiction de toucher à notre souveraineté individuelle qui lui donne l'obligation de la protéger. Hein. Et donc cette idée qu'on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un pour son bien avait l'air secondaire, alors qu'en fait, c'est la justification essentielle du propos. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Bonne soirée.